En fait, c'est drôle parce que tout ça, ça me fait vraiment penser que le problème est finalement assez simple à notre échelle, à chacun. C'est on est culpabilisé, c'est évident. C'est-à-dire que voilà, quand tu parles de qui prend la responsabilité, qui organise les choses et sur le commun, finalement, je pense que si on ferait un sondage rapide dans la salle, je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de personnes qui se lèvent si je posais la question, par exemple, est-ce que vous voulez continuer à avoir des emballages plastiques? Je ne suis pas sûr qu'il y ait quelqu'un qui va absolument prendre cette cause en main en disant oui, je veux absolument du plastique. Alors que s'il y a une alternative, tout le monde irait vers l'alternative parce qu'on sait, on est sensibilisé. Je ne pense pas que les consommateurs, eux, d'eux-mêmes, aient demandé à avoir du plastique en emballage. Je ne pense pas que quelqu'un qui veut acheter un tube de dentifrice a besoin qu'il soit aussi emballé dans du carton avec aussi du plastique autour, etc. Donc finalement, moi, ma perception des choses, c'est que ces décisions-là sont quand même prises par peu de gens qui, eux, ont perdu le sens commun, sans vouloir faire de jeu de mots avec le mot commun, et que la culpabilisation, elle est à l'envers. Et ce que je veux vraiment faire avec le projet Corail Artefact, c'est l'inverse. C'est de montrer que c'est pas notre responsabilité de fait, mais on a quand même le pouvoir d'agir. Et c'est un projet global. Je vous ai parlé déjà du système art, sciences, industrie, la porosité entre tout ça qui crée un cercle vertueux. Je ne vous remontre pas exactement la même chose qui est là. Ce tableau, il est fait pour vous montrer, comme tu disais, c'est des dimensions, des niveaux de dimension. C'est-à-dire, pour refaire un peu l'historique, je suis artiste, je fais des sculptures, des installations, je tombe sur un projet qui me porte et je sens qu'il m'emmène plus loin. Donc j'ai dû créer un écosystème, un langage commun entre art, sciences et industrie, pour aller plus loin qu'une simple œuvre d'art. Mais ce système que j'avais créé, art, sciences, industrie, pour aller plus loin que juste un projet, pour le concrétiser, il a fallu encore passer une dimension au-dessus. C'est-à-dire qu'on aurait fait nos expériences en laboratoire et on aurait fait notre petite dentelle à l'usine, on aurait fait une expo et puis c'est fini. En fait, mais pour vraiment aboutir ce projet, il fallait le penser de manière économique, sociétale, politique. Il fallait vraiment créer encore un ensemble autour de tout ça et répondre à toutes les questions possibles. Parce que les enjeux environnementaux, les projets environnementaux, ça ne manque pas les initiatives, les découvertes scientifiques, les possibilités, les alternatives au plastique, etc. Sauf que on n'en entend pas forcément parler, elles ne sont pas appliquées parce que pour l'instant, il n'y a pas d'aspect économique à ça. Pour l'instant, moi, je ne connais pas en tout cas de projet qui a réussi à dire un projet écologique et rentable économiquement. Et ça, c'est le nerf de la guerre, parce que ces personnes qui décident de nous mettre du plastique dans les emballages, c'est eux qu'il faut convaincre que l'écologie est l'avenir, et du coup l'avenir économique également. Donc c'est ça que je voulais amener comme nouvelle dimension au projet, pour en faire un projet global, et donc c'est cette partie que vous voyez sur la droite qui s'appelle interface. Cette partie, elle relie, elle fait le cercle avec tous les autres acteurs pour créer une portée supplémentaire. La première action, ça a été de créer un fonds de dotation qui apporte des mécénats. Comme je vous disais, le projet est de base artistique. Donc ça veut dire que les fonds que je pouvais obtenir venaient de l'art. Ils viennent de l'art, donc ça veut dire des collectionneurs, des mécènes. Les collectionneurs, comme dans tout système économique, se basent forcément sur ma cote en tant qu'artiste. M'acheter augmente ma cote, etc. etc. Et on arrive aux dérives qui sont un des lieux communs de l'art. Je pense que beaucoup d'entre vous qui ne sont pas forcément dans le milieu de l'art contemporain, vous avez une image de l'art qui vaut des millions, qui est déconnectée de la société, etc. Donc là, moi, ce que je voulais, c'est déjà, il faut abattre ça. Donc là, en gros, les mécènes et les investisseurs qui investissent sur le projet, ils n'achètent pas une œuvre de Jérémy Gobet en tant qu'artiste, ils achètent une œuvre qui est liée au projet Corail Artefact, et ils deviennent un moteur et ils participent de manière intrinsèque au projet. Et ils n'auront pas d'autre rétribution que le fait que le projet au global avance. En gros, l'argent qu'ils injectent par le biais de l'art sera réparti sur les expériences scientifiques et la recherche industrielle. Donc ça, c'était déjà la première chose que je voulais mettre à plat, d'où la création du fonds de dotation.
et en même temps, en fait, qu'il n'y ait pas de valeur différente entre un collectionneur d'art et un investisseur du commun, justement. C'est-à-dire que vous tous, vous pouvez également donner 1 euro, 10 euros, 50 euros, et vous avez la même valeur dans le projet qu'un collectionneur qui achèterait une œuvre. Et même si ma cote augmente de manière incroyable et incommensurable, ça n'aura pas plus de valeur que le don que chacun pourra faire parce que c'est un fonds de dotation. C'est une entité économique. Cette entité économique, elle me permet également de développer des objets dérivés. Par exemple, pourquoi pas imaginer de créer une ligne de haute couture, des objets de maison, etc. avec cette dentelle qui vont réinjecter également de l'argent et qui vont permettre de faire des expositions d'art contemporain offertes au public et en même temps qui va réinjecter du contenu dans le milieu artistique. Je terminerai juste pour l'explication de ce tableau sur, je te rejoins sur ce que tu disais que c'était éminemment politique, tout ça. Imaginons, rêvons un peu et la dentelle sauve la barrière de corail. C'est génial, sauf que le problème il est global, c'est-à-dire que tant qu'il y aura de la pollution, il y aura... je ne vais pas passer ma vie et les prochaines descendances à régénérer le corail. Le problème, il n'est pas là. Mon idée d'utiliser la dentelle, c'est un pansement, c'est une solution d'urgence. Donc le projet, il doit voir plus loin, il doit voir global. Donc c'est un projet, je veux montrer qu'en fait ce projet, il est viable économiquement, artistiquement et au niveau de la communication et du rendement. Mais aussi, c'est un projet modèle. Et ce fonds de dotation, une fois que nous, on a financé notre projet, l'idée, c'est de devenir moteur d'autres projets. Donc à nous aussi d'investir pour la collecte de plastique dans l'océan, le développement de produits alternatifs, etc. Et toujours d'associer des artistes dans le processus. C'est vraiment ce que je crois, c'est vraiment dans l'avenir de trouver des solutions art, sciences, industrie. Il y a un autre volet du fonds de dotation, ça va être de financer des projets sociaux. Parce que on ne peut pas s'occuper de la planète si on n'arrive pas à manger déjà. Enfin, je veux dire, c'est très facile de se dire on veut manger bio, mais il faut manger déjà, quoi. Et ça, c'est important. On ne peut pas accéder à l'art, on ne peut pas accéder à des notions d'éducation, etc. si on a faim. Donc tout l'aspect social va être autant important que de produire des expositions. Parce que les expositions, moi je veux que les gens aient le loisir d'y venir. Donc recréer du loisir, recréer de l'intérêt pour l'art, c'est aussi un aspect social. Et éminemment politique, parce que pourquoi ce projet, je veux absolument mettre un point d'honneur aussi sur la communication. Bon, je vous avoue que c'est facile parce que c'est super beau comme histoire, une entreprise avec un savoir-faire traditionnel qui essaye de trouver une solution pour l'avenir, c'est très communicant. Mais en même temps, c'est pour montrer aussi, moi mon rêve aussi, c'est qu'aux prochaines élections présidentielles ou alors à celles d'après, le candidat qui n'aura pas une vision d'avenir sur l'environnement soit complètement ringardisé. C'est-à-dire qu'à la fois si c'est important économiquement comme projet, si c'est viable, et en même temps si au niveau de la société ça marche, et au niveau du public s'il y a une réception, qu'on ne puisse plus, aux prochaines élections présidentielles et même à tous les niveaux, ne plus s'engager dans l'environnement. Donc c'est vraiment, ce tableau, c'est pour vous montrer vraiment l'ampleur de comment ce projet est pensé, pour qu'il soit vraiment une solution globale et d'avenir, et un nouveau modèle de penser les problèmes et les solutions de notre société contemporaine. Et en même temps, j'ai l'impression que ça nous oblige à reconsidérer le rôle de l'artiste ici d'une manière assez incroyable, parce que le talent d'organisation complexe qui est derrière le projet là est tout à fait impressionnant. Mais il y a quand même quelque chose derrière tout ça, moi, qui me fascine, c'est qu'il y a des idées qu'on veut faire émerger, et ça nous ramène, nous, modestes économistes. Est-ce qu'on a les formes d'organisation qui peuvent permettre de favoriser l'émergence de ces idées dont on va avoir terriblement besoin dans les décennies à venir? Alors, est-ce qu'on a les modes d'organisation qui permettent de faire émerger ces idées? J'irais, enfin, au départ, non. Pourquoi? Parce que notre pensée scientifique qui a influencé notre pensée organisationnelle, contrairement à la pensée de Jérémy, c'est une pensée analytique, c'est une pensée qui, dans la logique cartésienne, qui consiste à diviser un problème pour le régler en sous-problèmes. Et cette pensée analytique, elle s'est ensuite incarnée d'un point de vue organisationnel dans l'organisation taylorienne, où on divise une organisation en tâches et on affecte des personnes aux différentes tâches. Donc on a une organisation soutenue par une pensée qui sont l'une et l'autre
orienté vers l'analyse, vers la division, vers la séparation. Alors même que le problème dont parle Jérémy, le problème écologique, est un problème global, et la démarche que met en œuvre Jérémy est elle aussi une démarche globale. Et là, pour le coup, les artistes nous apprennent beaucoup de choses sur ça, parce que c'est pas nouveau, on peut apprendre beaucoup à travers l'art et on peut l'apprendre de manière globale, parce que si vous voulez avoir une idée de ce que c'est que l'ennui, c'est pas facile de savoir ce que c'est que l'ennui. On peut consulter la littérature scientifique, hein, je sais pas, il y a des neuroscientifiques, il y a des psychologues qui ont mis des électrodes sur le cerveau pendant que les gens s'ennuyaient, il y a des psychologues qui ont écouté des gens s'ennuyer, mais on peut aussi lire Madame Bovary et comprendre qu'est-ce que c'est que pour elle l'ennui. Et donc on le ressentira de manière beaucoup plus précise et complète à travers une démarche artistique que par une démarche analytique. Et donc, cette démarche globale, cette démarche systémique, c'est une démarche qui n'est pas habituelle pour nous, parce qu'elle est complexe. Quand on voit la construction du projet de Jérémy, on se rend bien compte qu'il aurait été beaucoup plus simple pour lui d'être juste un artiste, qui faisait quelque chose de beau, d'esthétique, etc. Et donc, vouloir monter cette organisation, c'est dépenser beaucoup d'énergie. Mais on dépense beaucoup d'énergie justement pour faire en sorte de résister à l'entropie. Et c'est un des enjeux de la démarche des communs, d'arriver à apporter une approche organisationnelle qui soit une approche organisationnelle de type systémique, de type global, qu'elle puisse comprendre, que ce soit une organisation qui puisse être adaptable, une organisation qui puisse justement faire en sorte de résister à l'entropie, de résister à la détérioration naturelle des systèmes qu'on connaît dans nos économies, etc., etc. Donc l'intérêt du commun, c'est ça. Alors est-ce que ça marche ? Parce que voilà, c'est joli, on peut discuter de la gestion du frigo, c'est une anecdote. On peut discuter des pêcheries communes, donc comment les pêcheurs s'organisent pour ne pas exploiter les ressources, pas utiliser des filets de pêche trop petits qui risqueraient de tuer les bébés poissons, etc. Comment est-ce qu'ils s'organisent pour s'affecter chacun des zones de pêche sans que l'État intervienne, sans que le marché intervienne? Comment est-ce que ça marche? Comment est-ce qu'on peut organiser l'utilisation des systèmes d'irrigation pour éviter que certains utilisent toute l'eau, etc., sans que ça soit l'État qui le dirige, etc. Ça a été 40 ans, même peut-être plus, du travail d'Elinor Ostrom et de son équipe, et à travers des centaines, voire des milliers d'exemples de communs qui ont été étudiés à travers le monde. Ça a été l'idée, ça a été de montrer qu'on avait une forme organisationnelle qui n'était pas très connue, en même temps qui était très utilisée. On utilise tous plus ou moins, à un moment ou à un autre, mais qui n'était pas très connue, en tout cas qui n'avait pas le vent en poupe, qui n'était pas très vendeuse sur le marché des idées, on va dire, mais qui avait cette capacité à pouvoir résister. Parce que dans ses études, elle a montré que les systèmes d'irrigation ou les systèmes de pêcherie, ou les systèmes de gestion des forêts, dans le même endroit, on compare ceux qui sont gérés par des États et ceux qui sont gérés par le privé et ceux qui sont gérés de manière commune, ce sont les communs qui fonctionnent le mieux à chaque fois. Donc, est-ce que ça marche? Le principe de pourquoi ça marche, avant de vous dire est-ce que ça marche quand même, c'est que l'idée, c'est qu'on met en liaison l'inventivité, la créativité, on met en liaison en fait les capacités créatives des personnes. Alors est-ce que ça marche? À travers deux exemples. Le premier exemple, c'est comment est-ce qu'on peut s'organiser pour créer des connaissances. On a un exemple de commun, c'est Wikipédia. Wikipédia, ce sont des gens qui contribuent avec des règles qui sont discutées, donc ce n'est pas l'anarchie, le commun. Si vous contribuez un jour à Wikipédia, vous verrez qu'on ne peut pas contribuer n'importe comment, qu'il faut respecter des règles, mais chacun peut contribuer. Donc chacun peut participer à une production commune, et le projet commun, en l'occurrence, c'est de faire grossir l'état des connaissances des hommes. Et ce projet, ce commun, qui a été donc géré par Wikipédia et qui est toujours géré par Wikipédia, sous forme de commun, il a été à un moment en concurrence avec le projet équivalent de Microsoft, qui avait lancé une encyclopédie qui s'appelait Encarta, basée sur un autre mode d'organisation, mode plus traditionnel. On fait des appels à des experts, on les paye très cher, et chaque expert va faire une entrée de sa spécialité sur le sujet dont il est le spécialiste. Encarta a disparu parce que Wikipédia s'est imposé comme une organisation
productrice de connaissances bien plus efficace qu'Encarta. Pourquoi? Parce qu'elle est sans arrêt en train d'évoluer. C'est-à-dire que vous pouvez, vous, ce soir, en rentrant chez vous, prendre n'importe quelle entrée de Wikipédia et la modifier, et mettre n'importe quoi. Et vous verrez que très rapidement, ça sera revu et remodifié et transformé pour que ça soit régulé vers, justement, le fonctionnement qui fait consensus dans la communauté des utilisateurs de Wikipédia. Donc Wikipédia, c'est un premier exemple de commun qui fonctionne très bien. Un deuxième exemple de commun qui fonctionne très bien et depuis beaucoup plus longtemps, c'est les organisations scientifiques. En 1665, on a les deux premiers journaux scientifiques qui sont créés dans le monde. Le premier, donc je le cite, je ne citerai pas le second, le premier à Paris, le journal des savants, le second il est à Londres, mais il est un mois après. Qu'est-ce que ça nous apprend? Ça nous apprend que les scientifiques ils fonctionnent sur la base du fonctionnement du commun. Ils organisent la discussion, ils organisent des débats, c'est des conférences, c'est des publications scientifiques qui sont là pour lancer la controverse, parce que l'idée c'est de pouvoir débattre sur ces modes de fonctionnement. Ils se dotent de règles de fonctionnement, il y a des revues, les articles sont revus par des pairs, enfin, on contrôle en fait la production de connaissances, on la contrôle de manière collégiale, etc. Donc il y a une auto-organisation qui se met en place, et toute cette organisation-là, qui date depuis 1665, a contribué à produire énormément de connaissances sous la forme d'un commun. Alors pourquoi est-ce que ça marche bien? Parce que c'est basé sur le modèle de la communauté, finalement. On a besoin, chez les scientifiques en particulier, on a besoin de collaborer quand on a des tâches à réaliser qui paraissent insurmontables à une seule personne. Imaginez construire un accélérateur de particules ou construire la station spatiale internationale. Donc on a besoin des autres, on a besoin de collaborer pour y arriver. De la même manière, si ce modèle de la communauté il se fonde sur une culture de la collaboration, donc sur une culture qui est la base, on va dire, de mode d'échange. L'anthropologue français Marcel Mauss l'a montré, la réciprocité, c'est ce qui fait société, c'est ce qui permet, donc bien avant le marché évidemment, c'est ce qui permet de faire société, c'est ce qui permet de créer de la cohésion dans les groupes humains. Et donc cette culture de la collaboration est un élément qui va renforcer et structurer le fonctionnement du commun. Ce modèle organisationnel basé sur la communauté qui fonctionne comme un commun, on en a des déclinaisons à travers ce qu'on appelle les nouveaux espaces collaboratifs, les hackerspaces, les makerspaces, les Fab Labs, etc., les espaces de coworking, qui sont souvent, pas toujours, mais sont souvent, il y en a qui fonctionnent de manière très marchande, commerciale, etc., mais qui sont souvent pensés, comme le modèle initial, le Fab Lab de MIT, qui sont souvent pensés comme des communs, c'est-à-dire que ce sont des lieux de production collaborative de connaissances où les gens viennent pour faire des choses, mais surtout pour apprendre les uns des autres, et qui se basent sur le modèle de la communauté. Derrière tout ça, il y a cette idée de production de connaissances. Les communs, quels qu'ils soient, que ce soit des pêcheries communes, que ce soit des systèmes d'irrigation, ou que ce soit Wikipédia, ou des Fab Labs, ils ont tous en commun l'idée de partager des connaissances. Donc les communs sont des structures qui mettent en avant, en premier lieu, le partage des connaissances. Les communs sont des communs de la connaissance en tout premier lieu, c'est Ostrom qui le dit avec sa collègue Charlotte Hess, dans le bouquin qui s'appelle Understanding Knowledge as Common. Cette idée que la connaissance croît en étant partagée. Si je produis des connaissances ce soir et que je les partage avec vous, j'en serai pas privé. Au contraire, ces connaissances-là, elles peuvent rebondir, elles peuvent donner naissance à de nouvelles connaissances. Donc la connaissance, c'est un bien qui a cette caractéristique de pouvoir croître. Plus on la partage, plus elle grandit. On a la chance d'avoir un outil qui rend ce partage encore plus facile, c'est Internet, mais avec un risque qui est le retour des enclosures, donc le retour de la volonté de fermer ces communs. Comme on a eu un mouvement d'enclosure en Grande-Bretagne, où les pâturages communs ont commencé à être fermés parce que la culture, parce que l'Angleterre, son industrie textile se développait et qu'il fallait de plus en plus de moutons. Donc on a eu l'idée de contrôler un peu plus l'élevage de moutons, donc de fermer les pâturages. C'est largement
décrit dans l'ouvrage de Karl Polanyi, La Grande Transformation. Et ce mouvement des enclosures, ce mouvement d'enfermement, c'est un mouvement qui est aussi en discussion sur la connaissance, hein, avec toujours le risque d'avoir de la privatisation des connaissances, le fait de devoir payer des droits de passage pour pouvoir avoir accès à des articles scientifiques. Hein. Les scientifiques savent bien qu'ils contribuent gratuitement, mais ils ne peuvent pas consulter gratuitement, ou pas forcément gratuitement, les travaux des autres scientifiques. Donc il y a un risque de fermeture de ces communs, et en particulier des communs de la connaissance. Donc il y a des gens qui luttent contre les enclosures. Il y a deux figures, alors, il y en a plein d'autres hein, qui sont peut-être beaucoup plus connus que ces deux-là. En particulier peut-être Laurence Lessig, ça vous dit quelque chose, un prof de droit de Harvard qui était candidat aux dernières élections présidentielles aux États-Unis. Mais j'ai retenu ces deux personnages, ces deux personnes qui sont enfin, pour une qui était jeune. Donc Aaron Swartz, c'est quelqu'un qui travaillait avec Laurence Lessig et qui a eu le courage et en même temps le malheur de vouloir mettre en ligne les articles du MIT. Donc il est allé hacker la banque de données du MIT et il a mis en ligne les articles du MIT, ce qui n'a pas fait plaisir parce qu'il y a des questions de droit, propriété intellectuelle, etc. Et donc il a été condamné, enfin il a été poursuivi, condamné, etc. C'est une des choses qui l'a conduit à se suicider. La deuxième personne, c'est Alexandra Elbakian, qui elle a poursuivi le travail de Aaron Swartz, puisque sur le site Sci-Hub, elle met en ligne, enfin en fait tous les scientifiques qui le veulent peuvent mettre en ligne sur un site qui est pirate, hein, qui est hébergé par des serveurs en Russie ou je ne sais où, donc des articles scientifiques pour qu'ils soient à disposition de tout le monde. Donc cette idée, donc ce qui est illégal, hein, cette idée que le savoir ne doit pas souffrir d'enclosure, parce que c'est un commun, on va dire, de l'humanité. Donc si on revient à la dimension organisationnelle, le commun dans l'organisation, penser l'organisation comme un commun, donc comme ces nouveaux espaces collaboratifs dont je parlais par exemple, hein, mais comme d'autres types d'organisation, c'est penser une organisation apprenante, donc une organisation dont l'objectif est sa survie, dont l'objectif est de continuer à exister. Après, elle peut continuer à exister pour faire du profit ou pour faire autre chose, mais l'objectif premier, c'est de penser sa survie, donc penser son adaptation aux transformations de son écosystème. Et donc, c'est une organisation qui va s'adapter aux transformations de l'écosystème parce qu'elle va être à l'écoute de cet écosystème et parce que les membres de l'organisation vont être apprenants, parce que les membres de l'organisation vont être responsables, vont être autonomes et vont être en capacité de pouvoir autoréguler les dysfonctionnements qui sont rencontrés dans l'organisation. Et pour que ça soit possible, il faut que ces personnes puissent avoir complètement intégré les valeurs de l'organisation. Et une des forces du commun, c'est que quand on commence à faire commun, on commence à discuter des objectifs qu'on a en commun. On veut préserver telle ressource, on veut développer telle ressource, on veut partager telle ressource, on commence par discuter les objectifs, donc on commence à mettre en partage nos valeurs avant de penser réglementation, régulation, etc. Donc ces organisations apprenantes commencent par ce partage de valeurs et se repose sur l'autonomie des membres, sur leur capacité à être responsables et à s'auto-organiser. Elle fonctionne aussi sur d'autres dimensions, qui sont les dimensions qui sont liées à la recherche scientifique, en particulier la capacité à pouvoir accepter des points de vue contraires, hein, ce qui correspond à la dialogique d'Edgar Morin. Là, on retrouve des principes de la pensée complexe d'Edgar Morin, hein, la récursion organisationnelle, le principe de la grammatique et la dialogique. Toutes ces dimensions-là sont les dimensions d'une pensée complexe. Une pensée complexe, c'est l'inverse d'une pensée analytique. C'est une pensée qui cherche la synthèse, qui ne cherche pas à décomposer pour comprendre, mais qui cherche à comprendre dans la totalité des choses. Et le commun, en termes d'organisation, c'est quelque chose qui permet cette compréhension de la globalité, cette compréhension systémique de l'environnement. Alors pourquoi l'organisation apprenante comme un commun, c'est un facteur de réussite pour les organisations ? Parce que justement, elle met au cœur de l'organisation le personnel.
Le premier principe, c'est les personnes, parce que les personnes sont productrices de connaissances et productrices d'autorégulation. Donc on est vraiment dans cette idée de l'organisation qui lutte contre l'entropie, qui lutte contre la détérioration des systèmes. Et donc, en mettant au cœur de l'organisation les personnes, on a une organisation qui est plus efficace, au sens où elle va plus facilement atteindre ses objectifs, puisque les personnes vont aussi être plus en adéquation avec les objectifs de l'organisation, plus en capacité de trouver une cohérence entre les objectifs de l'organisation et leurs objectifs personnels. Et donc, ce type d'organisation, alors c'est pas, toutes ne sont pas des communs, mais toutes en fait permettent de retrouver des principes de fonctionnement du commun. Donc le Kaizen, c'est la qualité totale au Japon. Le Lean, c'est aussi quelque chose qui est hérité de la pensée japonaise. Le management agile, l'holacratie, la sociocratie sont toutes des formes organisationnelles qui visent l'autonomie des personnes, qui visent leur responsabilisation, qui visent une pensée globale. Alors le Kaizen ou le Lean adapté à la française, c'était pas ça, c'était du contrôle. Là, je vous parle du Kaizen et du Lean dans la perspective japonaise, où on pense ces démarches-là comme des démarches connectées, hein, où tout le monde est responsable et tout le monde est interconnecté avec les objectifs de l'organisation. Mais donc on a des manières de s'organiser autrement, qui sont des manières qui finalement puisent leurs racines d'un point de vue théorique dans les structures mises en lumière par Elinor Ostrom sur les communs. Et donc du coup, on en arrive à finalement une démarche qui est partant du principe que produire des connaissances valides, ça permet de prendre les moins mauvaises décisions possibles, et donc ce qui permet d'arriver à avoir une organisation qui va perdurer dans un environnement volatile, incertain, complexe et ambigu. Donc l'idée, c'est qu'une organisation doit créer des connaissances pour s'adapter, elle doit manager ses connaissances pour pouvoir prendre des décisions les moins mauvaises possibles, et donc produire des connaissances, le modèle qui fonctionne le mieux, c'est celui du commun, celui qu'on a vu sur Wikipédia, celui qu'on voit dans la démarche scientifique. Et donc pour produire des connaissances sous forme de commun, on n'a pas d'autre choix que de s'organiser comme un commun, parce qu'on ne peut pas produire des connaissances sous forme de commun avec un cerveau à la tête de l'organigramme, et puis toutes les personnes qui exécutent. Il faut que tout le monde participe, il faut mettre en lien tous les cerveaux. Et donc cette mise en lien de tous les cerveaux, ça améliore aussi les conditions de travail, et ça génère aussi de la créativité, de l'innovation, ce qui permet, là encore, de s'adapter à un environnement qui est sans cesse en mutation. Oui, juste un mot là, je trouve, qui est la production d'idées. Quand on regarde, d'abord la production d'idées, ça peut aller un peu du bricolage, de ceux qui font comme ça, qui produisent des idées nouvelles sans être des professionnels, jusqu'à ceux qui font profession de produire des idées nouvelles, c'est-à-dire en effet des chercheurs. Et donc c'était assez amusant parce que quand tu montrais que les sociétés savantes étaient un peu un exemple, je dirais comme ça, de naissance des communs, il faut voir que justement comment ça peut dériver. Moi je pense qu'il y a des bifurcations, et que quand on regarde par exemple le monde des chercheurs, vous pouvez être dans le monde des communs, mais vous pouvez aussi être dans des mondes très concurrentiels, où quand vous êtes distancé, au lieu de faire des papiers innovants, vous faites des papiers critiques pour ralentir ceux qui sont trop innovants, de manière à avoir des chances de les rattraper dans le futur. Et donc il y en a qui peuvent se professionnaliser dans des chercheurs dans les papiers critiques. Et donc on est dans un monde quand même qui n'est pas très loin de ma cupidité originale dans le monde de la recherche. Et puis évidemment l'argent est omniprésent, c'est-à-dire qu'il y a des bases de données qui sont très coûteuses, il y a des bouquets de revues qui sont particulièrement chers et qui sont anglo-saxons, c'est-à-dire que là aussi on voit que les modèles économiques ont pris la main sur quelque chose qui pouvait être des communs, mais en même temps nos chercheurs qui pourraient plonger dans une économie marchande ont besoin d'une dynamique intellectuelle, ils ont besoin d'échanger, et dans des disciplines comme l'économie, eh bien, ils vont mettre leur papier, leur working paper, en accès libre. Pas parce qu'ils sont généreux, mais justement parce que ça va leur permettre de mutualiser des idées, et que l'autre qui vient discuter son papier, ça le fait avancer. Et donc, on est, à mon avis, un équilibre très très fragile, où on est toujours entre, comme ça, un monde fermé, où la production d'idées devient plus complexe et
En tout cas, il y a des partis qui essayent de se les accaparer. Et puis le monde ouvert, parce qu'à un moment donné, les chercheurs savent très bien qu'ils doivent être dans cette dynamique. Et si vous regardez, ce qui est aussi très instructif, c'est que les pratiques intellectuelles sont très très différentes d'une discipline à l'autre. Moi, j'étais très étonné, par exemple, de voir les historiens qui gardent leurs recherches, ils travaillent sur leurs archives, et tant qu'ils n'ont pas publié leur thèse et qu'ils sont sûrs que leur nom sera marqué, ils ne veulent absolument pas partager les résultats. Mais du coup, c'est très complexe. La manière de produire les idées nouvelles ne fonctionne pas vraiment exactement de la même manière d'une discipline à l'autre. Donc cette histoire des communs, elle est absolument passionnante, parce qu'elle peut nous échapper, ou au contraire, elle peut être très porteuse. Et donc tout dépend de la stratégie. Et là, c'est intéressant d'avoir l'avis de l'artiste sur le projet. Quelle est la stratégie pour avancer sur l'avenir ? Déjà, pour répondre sur ce que vous venez de dire, c'est vrai que l'argent, c'est le nerf de la guerre, parce que les chercheurs, c'est comme tout le monde, ils courent après les crédits de recherche. Et celui qui publiera la découverte aura l'argent pour développer son travail. Pardon. Peut-être qu'une des possibilités, si vous augmentez les crédits de recherche, il n'y a pas la course à l'argent et il n'y a pas la course à la paternité de l'idée, etc. Donc je pense qu'il y a toujours des moyens de parasiter ces effets négatifs, ces bâtons dans les rouages du commun, justement. On en revient à l'aspect politique et à l'intervention de l'État et de l'implication de... Voilà, l'argent est un moyen. Mais l'argent, pour l'instant, est un frein ou un moteur, mais en tout cas est un frein au commun, ça c'est évident. Pour le projet en particulier de Corail Artefact, l'idée c'était justement ça. Alors on est soumis à ça, c'est-à-dire que ce projet il est basé sur une idée innovante. Et évidemment que si quelqu'un la développe avant nous, s'empare de mon hypothèse, le projet est beaucoup plus compliqué à mener derrière. Donc en fait, là on est dans une temporalité où je pense que le commun c'est l'avenir, mais qu'on est encore en transition. Et que du coup on ne peut pas aller à 100% dans le commun puisqu'on est encore lié aux anciens schémas économiques. Donc là ce qu'il faut arriver à faire, c'est là on est vraiment, je pense, la génération qui est intermédiaire, qui est en train de développer les possibilités de faire que les savoirs, les partages, etc., tout devienne commun. Ça commence, l'exemple que tu donnais, David, avec Wikipédia, etc. Je pense que voilà, il y a plein de domaines comme ça qui deviennent de plus en plus intéressants, mais c'est cette transition-là qu'il faut arriver à gérer pour arriver au fait que l'argent ne soit plus au départ un moteur, enfin le moteur de tout ça, mais qu'il soit la conséquence et que n'importe quel chercheur, n'importe quelle personne d'entre nous ait la possibilité de développer l'idée qu'il souhaite. Et c'est vraiment ça ce projet aussi. Un fonds de dotation ne peut pas accepter de fonds publics. L'idée c'est que c'est des acteurs privés. Moi ce que je veux montrer c'est qu'au départ on est une poignée dans ce projet. Et on arrive à trouver les moyens de développer notre idée. Donc c'est vraiment ça ce que je veux porter aussi comme message, c'est de se dire qu'on peut chacun développer l'idée qui est en soi et qu'on peut tous avoir des innovations. Seulement, dans la société actuelle, il est extrêmement difficile de développer ça. Pour reprendre un peu l'idée de est-ce que ça marche, bon déjà je pense que vous ne m'auriez pas invité pour raconter un peu mon échec, ça serait un peu triste, mais je pense que ça marche. Alors j'ai des exemples concrets pour vous dire que ça marche. Déjà les expériences en laboratoire elles sont extrêmement encourageantes. Le mois prochain on part en mer Rouge pour faire les premiers tests in situ. On va mettre de la dentelle en contact avec du vrai corail en conditions réelles. Ça, moi j'avais prévu ça pour 2019, donc on a 6 mois d'avance sur le planning prévisionnel. Donc c'est plutôt extrêmement encourageant, on est de plus en plus suivi médiatiquement par les sympathies, etc. Un autre exemple pour dire que ça marche, donc au niveau artistique ça a marché puisque l'installation monumentale et l'application en réalité virtuelle existent. Vous pouvez aller les voir d'ailleurs en ce moment au musée Bargon à Clermont-Ferrand. Il y aurait également demain le vernissage d'une exposition à la galerie Céline Moine à Lyon. C'est l'occasion aussi de voir que oui, ça marche puisque des créations artistiques existent, celles qui ont inspiré le processus créatif et qui en découlent. Au niveau de la science, je vous disais, donc on continue le processus et on est dans une très belle lancée. Au niveau industriel,
Je pense que, je ne veux pas parler au nom de la Scope Fontanil, mais je pense que l'usine, la petite Scope du Puy-en-Velay, on a eu un reportage sur TF1, je pense que... Voilà, donc ça, c'est des marqueurs concrets. On va embaucher la première personne sur le projet, c'est Anaïs Mas qui vient d'obtenir son doctorat en biologie marine. Et donc le fonds de dotation Corail Artefact va lui proposer son premier contrat pour faire le suivi des expérimentations et vraiment être un appui scientifique du projet. Je pense que dans une entreprise ou dans un projet, en général, on ne donne pas forcément la première expérience. En France, on demande toujours à quelqu'un son CV. Quand vous sortez de l'école, c'est difficile d'avoir un CV. Donc là, c'est encore une fois comment changer les communs. Enfin, comment aller vers le commun, c'est aussi un projet à la force de créer aussi sa propre ambition. Et enfin, est-ce que ça marche? Je dirais que moi personnellement, et je pense, si je parle au nom de toutes les personnes qui travaillent sur le projet, je pense à ma galeriste, Odile Wiesman, qui suit mon travail, à Thomas Granowski, qui s'occupe de tout ce qui est la communication, etc. Je pense que tous les gens qui travaillent sur le projet, ce qui nous réunit, c'est que ça marche parce que ça a redonné du sens, en fait, aux choses. Et de toutes les usines en fermeture ou les artisans que je pouvais rencontrer qui avaient des difficultés à perpétuer leur travail, l'argent évidemment est important, c'est sûr, mais quand vous êtes ouvrier au SMIC à l'usine, l'argent c'est pas ce qui compte forcément de manière primordiale, c'est le sens. C'est pourquoi je mets ce même boulon inlassablement sur la chaîne, etc., etc. Si vous n'arrivez plus à gagner assez d'argent si le sens pour vous c'était pouvoir au moins s'offrir des vacances l'été, pouvoir se faire plaisir des fois de temps en temps, pouvoir subvenir à ses besoins et un peu plus, etc. Je pense que s'il n'y a plus le sens, il n'y a plus la productivité, il n'y a plus tout ça. Au niveau artistique, avec ma galeriste, moi je lui ai dit assez rapidement, on était assez d'accord là-dessus, c'est bon, imaginons mon travail artistique devient de plus en plus coté, etc. Okay. À part gagner de plus en plus d'argent, quel sens ça a? Alors qu'à la base, je pense que quand on est artiste, on n'imagine pas tout ça. On a une feuille, un crayon et on rêve, quoi. Donc moi, ça a redonné du sens à ma pratique. Ça m'a réconcilié avec le fait d'être artiste contemporain dans ce milieu-là, parce que j'ai envie de le changer, de lui redonner du sens. Pour Odile en tant que galeriste aussi, son rôle, parce qu'aujourd'hui, les galeristes, c'est plus les galeristes d'avant, c'est-à-dire l'économie est plus complexe pour les galeries dites d'auteurs, etc. Donc ça a redonné du sens aussi à sa pratique. Et ça redonne du sens à tous les acteurs du projet. Et je pense qu'on est vraiment dans une dynamique qui fait que, on parlait tout à l'heure ce que je disais, c'est qu'il faut, pour les grandes décisions importantes, il faut juste retrouver un peu de bon sens. Et pour vérifier qu'un projet comme Corail Artefact marche, il faut vérifier si les gens ont retrouvé du sens. Et je pense qu'a priori, pour l'instant, ça marche. Ah, merci Jérémy. Souvent on me demande à quoi ça sert ce que je fais. Maintenant je dirais j'essaye de donner du sens. Il m'a donné un argument dont j'avais besoin. Je vous propose de faire une petite conclusion chacun peut-être par rapport à ces perspectives. Quel est l'enjeu qui vous paraît central pour qu'on arrive à fonctionner sur cette logique des communs? Moi je vais faire une conclusion qui n'est pas vraiment une conclusion mais qui est plutôt une poursuite de la discussion. La première chose, c'est par rapport à ce que disait Pascal, cette idée que tout n'est pas rose dans le monde des communs. Hein. Quand on parlait des communs de la science, tout ne fonctionne pas de manière si collaborative. Alors, ça me paraît important de revenir dessus, parce que le commun, c'est un principe organisationnel, c'est un outil. Donc c'est un outil en plus du marteau. On a déjà le marteau tout à l'heure, on a un deuxième outil. Mais un outil, il n'est pas porteur en lui-même, a priori, de sens, il n'est pas porteur en lui-même de valeur. Un outil, il dépend de celui qui décide, qui met en œuvre une action, etc. Donc un outil peut écraser un doigt, défoncer un crâne ou planter un clou, quand c'est un marteau. Et donc le commun, et Ostrom en parle pas mal d'ailleurs, elle dit le commun, c'est pas quelque chose qui en soi est bénéfique, qui en soi est moralement supérieur. C'est simplement une autre façon de s'organiser, une autre façon de penser les échanges. Si vous avez vu la série, même si vous ne l'avez pas vue, mais la série Narcos, sur les narcotrafiquants du cartel de Medellín, le cartel de Medellín, c'est un commun.
les narcotrafiquants vont construire une organisation en commun, ils vont essayer de fonctionner ensemble pour préserver leur fabrication de cocaïne, etc. Donc ils vont faire commun, ils vont respecter globalement la logique des communs. Ça va s'effondrer parce que, et là je rejoins ce que disait Jérémy à l'instant, ça va s'effondrer parce qu'il n'y a pas de sens dans ce qu'ils font. Le seul sens qu'ils ont, c'est celui de s'enrichir. Donc le sens, en définitive, il est qu'individuel. Ça va s'effondrer parce que de toute façon, ils ne sont pas capables de se faire confiance, parce qu'ils savent que tous pensent comme moi je pense, et que moi je pense avec une seule idée, de gagner plus. Et je vois tous mes amis membres des communs comme des concurrents potentiels, avec des gens qui, je sais, à un moment ou à un autre, s'ils le peuvent, me planteront un couteau dans le dos. Donc ce commun-là ne peut pas fonctionner. L'intérêt du commun en tant que principe organisationnel, c'est qu'il met la construction de sens au départ de l'organisation. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir un commun si on n'a pas au départ une discussion ensemble de quelle est la ressource, qu'est-ce qu'on veut préserver, quels sont nos objectifs, etc. Donc le commun, que ce soit une organisation, que ce soit votre réfrigérateur, etc., c'est quelque chose qui a comme point de départ la construction du sens, il y a une idée de projet. Alors dans l'organisation traditionnelle, ce n'est pas le cas. On a simplement besoin d'occuper un poste. Le commun commence par la construction de sens, c'est ce qui, a priori, en fait une structure organisationnelle extrêmement résiliente parce que justement elle fonctionne sur cette idée de sans arrêt rediscuter les objectifs en fonction de l'évolution de l'environnement. Donc c'est pas porteur en soi de qualité morale particulière, en revanche c'est un mode organisationnel qui peut aider à construire du sens et donc à pouvoir pérenniser le fonctionnement de l'organisation. Un petit point sur cette construction de sens, est-ce que c'est quelque chose qui a besoin de s'appuyer sur des processus de redécouverte pour donner du sens? Et là, parce que je pense que dans l'expérience qui est menée là, il y a des processus de redécouverte qui ont été importants, non? Sur les savoirs. En fait, c'est toujours dans l'idée de bon sens. En fait, c'est que ça me fait penser un peu à... C'est un documentaire sur les poulpes qui montrait leur intelligence, sauf que le problème des poulpes, c'est qu'ils se reproduisent et chaque nouvelle génération est nouvelle puisque la mère s'en va et laisse ses enfants. En fait, chaque génération est nouvelle. C'est stupide de rayer le passé à chaque fois, de vouloir être dans l'innovation, évidemment. Mais pourquoi ne pas s'appuyer sur les acquis du passé? C'est uniquement du bon sens, c'est du gain de temps, c'est du gain d'énergie et c'est du lien. C'est-à-dire que autant, je disais, donner sa chance à quelqu'un qui vient de finir ses études, autant c'est la même chose que quelqu'un qui a 50 ans, 60 ans et qui veut travailler. Donc oui, évidemment, cette transmission, s'appuyer sur le passé et en même temps sur l'avenir, encore une fois, c'est du bon sens. Donc pour moi, ça me paraît évident que tout passe par la transmission. Et surtout que le passé nous apprend. Et encore une fois, c'est pour ça que la culture et l'art est importante. On apprend l'histoire à travers les œuvres d'art. C'est notre témoin des sociétés passées, de notre passé. Donc évidemment, c'est ça qui me plaît dans l'art aussi. C'est d'avoir cette projection vers l'avenir et en même temps ce regard sur le passé. Et pour conclure aussi, pour rebondir ce que tu disais, David, je pense que, en tout cas, moi, je vais vous montrer juste... Oh, pardon. Oui. C'est bon? Okay. C'était juste pour vous montrer ce dessin. En fait, c'est le dessin que j'ai montré la première fois à la première rencontre avec Isabelle Domar-Coulon, la chercheuse avec qui je travaille. Et en fait, ce qui lui a plu dans ce dessin, c'est que ça montre le développement d'un certain corail à différentes temporalités en une seule image. Et rien que ça, c'est utile pour la science, pour faire comprendre comment se développe un corail en une image simple et graphique. Ce que je veux vous montrer, c'est que peut-être la conclusion que je veux apporter un peu à cette discussion par rapport au projet, c'est effectivement, on a tous ce sentiment de ne pas avoir le pouvoir. En art, on a l'impression que si on n'aime pas, c'est qu'on ne connaît pas, qu'on n'a pas les connaissances. Dans la société qui nous entoure, si on a l'impression de ne pas avoir de poids politique parce qu'on n'est qu'une voix parmi les autres, etc. En fait, c'est l'inverse. Quand on creuse un peu,
vous avez tous le pouvoir. En art, par exemple, qui va voir les expositions à Beaubourg? C'est le public, c'est les touristes, c'est les habitants, etc. Qui fait le succès d'une exposition? Qui fait la cote d'un artiste? C'est nous tous. Une élection, elle est faite par nous tous, etc. etc. Donc effectivement, on a ce sentiment profond de ne pas pouvoir agir, et en même temps, pourquoi ce serait à nous, puisque normalement il y a des gens qui doivent le faire à notre place, puisqu'on élit des gens, etc. Mais non, en fait, le pouvoir est vraiment là. Donc moi, la conclusion et le message que je voudrais transmettre, c'est il ne faut pas qu'on culpabilise, mais par contre, il faut agir au bon moment, et avec nos outils et ce qu'on a en main. Par exemple, pour l'environnement, écouter ceux qui en parlent, donner de l'audience et montrer l'intérêt, que chacun montre son intérêt pour cette action, et vous verrez que les hommes politiques ne pourront plus passer à côté. Si vous avez une émission sur l'environnement qui a un succès d'audience, les chaînes de télé vont toutes se précipiter pour faire des programmes sur l'environnement. C'est ça aussi le vrai pouvoir qu'on a, c'est d'orienter la société. Et que, encore une fois, ça rejoint l'idée du commun, c'est que le commun appelle le commun. Et il faut commencer à un moment donné. Donc, même si ce n'était pas notre faute au départ, il faut quand même prendre cette responsabilité pour faire avancer les choses.